Potentiellement oui, mais à des conditions, et ces conditions sont absolument indispensables pour que ce soit effectivement une avancée sur la voie de plus de puissance et d'autonomie. 3 conditions. La première, c'est que l'Union européenne dans laquelle on les accueille soit en état de fonctionner à plus de 35 États membres. Deuxième condition, c'est qu'elle ait gardé, je ne dirais pas son homogénéité, parce qu'elle ne sera pas homogène, mais au moins sa solidarité et l'unité, et notamment l'unité de dessein, c'est-à-dire qu'on a construit l'Union européenne pour la paix et la prospérité et pour une union entre les peuples. Et troisièmement, qu'elle est déjà, en fait, qu'elle se soit déjà engagée sur le chemin de l'autonomie et de la puissance. Et donc ce qu'on fait maintenant ou ce qu'on ne fait pas en matière d'autonomie, d'aller vers plus d'autonomie et de puissance, montrera les chances qu'on a d'avoir une réponse positive à la question de l'Europe de demain. Et là, ça ne va pas de soi. Et les signes actuels d'ailleurs ne sont pas totalement encourageants, donc il faut qu'on s'engage résolument sur le chemin de moins de dépendance et que le travail qui est fait en commun, bien sûr on pense à la défense, mais c'est vrai dans toute une série de domaines, énergie, santé, transition climatique, qu'on le fasse de manière cohérente entre les États membres, sans accroître nos dépendances et sans faire du cavalier seul ou du chacun pour soi. Et donc c'est ça qu'il faut montrer dans les premières étapes du chemin pour avoir une chance que l'Europe élargie soit une Europe plus puissante et plus autonome. Avant que l'effet bénéfique des adhésions, qui a existé dans le passé, ne puisse se produire, le coût va être considérable, parce que c'est un élargissement massif, avec des États dont le revenu est très très inférieur à celui des plus pauvres de nos États membres. C'est notamment le cas de l'Ukraine, avec la population de 43 millions d'habitants. À cela, il faut ajouter la dette et le coût de la reconstruction, dont on n'a aujourd'hui aucune idée, ça dépend de ce que sera la guerre. Donc c'est un coût considérable qu'on n'a jamais affronté dans le cadre d'un élargissement et qui va peser sur les épaules de ce qu'on appelle traditionnellement les contributeurs nets. Donc c'est l'Allemagne, les 3 premiers c'est l'Allemagne, la France, l'Italie. On oublie souvent que c'est un gros contributeur net aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est plus là. Et puis le club de plus petits pays, mais qui proportionnellement ont un coût élevé, qu'on appelle traditionnellement le club des frugaux. C'est un coût financier, mais c'est évidemment aussi un coût social. Et ce qui est important, c'est de voir comment nos populations, et notamment les populations des États qui seront des contributeurs nets de plus en plus nets, si j'ose dire, comment les populations vont accepter cela, avec tous les risques que ça comporte d'acceptabilité de l'Union européenne et les risques politiques, y compris démocratiques. Ça va vouloir dire une révolution de nos politiques communes, une révolution de leur financement et un fonctionnement institutionnel qui, à mon avis, ne pourra pas être réglé simplement, si j'ose dire, parce que ça sera tout sauf simple, par une révision des traités. Donc le préalable de la révision des traités, d'abord je pense que le préalable ne tiendra pas et qu'il ne répondra pas à une question, parce que ce sera le résultat d'une négociation qui implique effectivement de revoir l'ensemble de notre fonctionnement institutionnel et de nos politiques. Ça n'est pas une salle d'attente, ça n'est pas une alternative, ce n'est pas un ersatz d'adhésion. C'est une communauté immédiate. On en sera à la 4e réunion prochainement, tantôt à l'invitation de la présidence, tantôt à l'invitation d'un des États qui ne sont pas dans l'Union européenne, où vous avez plus de 40 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour traiter des sujets d'intérêt commun, avec une liste de ces sujets qu'il leur appartient à eux de définir progressivement pour traiter de ce dont ils veulent. Donc ni formalisme, ni liste définie des sujets, à parité, c'est-à-dire chacun est égal, on ne calcule pas des pondérations de voix, on y traite des sujets communs, on peut aussi y traiter de crises dans des formats où on peut trouver une solution à une crise stratégique ou à une crise régionale, et avec à la fois des candidats à l'Union européenne, dont le processus d'adhésion suit son cours pour autant, et puis des États qui ont fait le choix de ne pas être dans l'Union, soit d'en sortir comme le Royaume-Uni, soit dont les populations n'ont pas voté après les négociations d'adhésion
pour entrer dans l'Union européenne. Et donc ça permet de répondre tout de suite à un besoin d'appartenance politique et culturelle, mais aussi à des besoins de coopération très concrètes qui peuvent être mises en œuvre dès maintenant dans le domaine énergétique, des transports, de la circulation, notamment de la jeunesse. Enfin, il y a immédiatement des coopérations qui se mettent en place. Je pense aussi qu'on pourra s'appuyer et qu'il faudra s'appuyer sur d'autres formats, c'est-à-dire des cercles plus restreints, des formats plus informels de ceux qui veulent aller de l'avant sur une certaine action et qui en ont les moyens. Et je crois que pour que cela fonctionne bien et pour que ce soit une amélioration du fonctionnement de l'Europe, en conservant tous les liens que l'on peut avec le traité. Et donc il y a dans le traité des tas de dispositions qui permettent ces coopérations plus étroites. Il faut en tirer tout le potentiel et puis après c'est ouvert, d'autres peuvent venir dans ces coopérations. Donc je crois qu'il faudra cumuler le fonctionnement de l'Union européenne, le fonctionnement de la communauté politique européenne, beaucoup plus informelle, et puis des cercles plus étroits de coopération et qui permettent notamment d'avancer sur les questions dont nous avons parlé initialement, qui nous mèneront à une plus grande autonomie stratégique.